Hebdomadaire Conseil des ministres. Hier mercredi, le gouvernement a donné son quitus pour le recrutement de 750 policiers afin de booster les efforts du secteur de la sécurité. Dans ce 13h, plus de détails sur cette décision. Les pays du G5 Sahel enregistrent de graves violations des droits humains liées aux conflits armés et aux attaques terroristes. C'est ce qui ressort du rapport 2020 de l'ONG Amnesty International. Rapport présenté hier à Ouagadougou dont vous prendrez entièrement connaissance dans ce journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara donne son feu vert au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé. Une déclaration faite une semaine après leur acquittement définitif des crimes contre l'humanité par la justice internationale. Bonjour à vous. Merci d'honorer ce rendez-vous d'information. Comme chaque mercredi, le gouvernement était réuni hier. Un conseil des ministres présidé par le président du Faso et qui a procédé à l'examen et à l'adoption de plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Des points évoqués, on retient le recrutement de 750 policiers au titre du ministère de la Sécurité. Au département de l'économie, le conseil a marqué son accord pour l'allègement des conditions de recours à la procédure d'attente directe dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Michael Toukri. Ce sont plusieurs dossiers examinés et adoptés à ce Conseil des ministres. Au titre du ministère de la Sécurité, 750 sous-officiers seront recrutés pour renforcer les effectifs. Au ministère de la Justice, le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de greffiers. Sur les 750, nous avons 50 postes réservés donc aux femmes, le sexe féminin, et puis 10 commissaires de police et 50 élèves officiers de police seront aussi recrutés au titre donc de concours professionnels. Au titre du ministère en charge de la justice, a autorisé donc ce département à recruter des greffiers, 15 greffiers en chef, 10 greffiers au titre de concours professionnels et puis 70 greffiers et secrétaires de greffe et de parquet au titre donc des concours directs pour cette année 2021. Le Conseil a adopté un rapport relatif à la candidature du Burkina Faso pour l'organisation des 6e Jeux de la solidarité islamique. Ces Jeux pour lesquels notre pays est candidat sont prévus donc pour se dérouler en 2025 et le Conseil des ministres a autorisé le ministre des Sports à poursuivre la préparation du dossier afin que le Burkina Faso puisse être donc le pays qui va organiser ces 6e Jeux de solidarité. Le Conseil des ministres a aussi examiné et approuvé un décret portant l'allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Et vous savez que le régime commun des marchés publics ne permettait pas d'aller très vite dans ces investissements. Le gouvernement, donc, depuis maintenant quelques années, a pris donc pour chaque année budgétaire de faire en sorte que les conditions d'entente directe soient allégées, afin de permettre donc rapidement la conclusion donc des marchés et de contrats. Cette autorisation d'allègement va donc concerner des marchés d'une valeur de 188 milliards de francs CFA. Et en ce qui concerne les investissements qui ont été prévus par les différents ministères dans ces régions, et puis cette autorisation d'allègement de la procédure donc d'entente directe va concerner environ 19 milliards de francs CFA pour les projets d'investissement portés par les collectivités. Un autre décret adopté, celui de Mémoire du Monde, c'est un programme qui permet de faciliter la conservation des patrimoines documentaires, une initiative qui concerne l'ensemble des pays membres de l'UNESCO. À cette rencontre, le gouvernement a aussi abordé le sujet de la biennale du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Vous vous en souvenez, ce rendez-vous initialement prévu du 27 février au 6 mars a été décalé à cause du coronavirus. Finalement, il se tiendra du 16 au 23 octobre prochain dans la capitale burkinabé. Toutefois, cette rencontre sera encadrée de conditions sanitaires très strictes, a signalé le gouvernement. On écoute le ministre de la Culture à ce propos. Nous travaillons donc en partenariat avec le ministère de la Santé pour que tout soit mis en œuvre, donc pour qu'on puisse prendre en charge tous les festivaliers, mais tous ceux donc qui vont venir de l'étranger ou de l'intérieur du pays et qui doivent participer à ce festival-là. Nous attendions 800 films, mais à la date d'aujourd'hui, nous avons plus de 900 films qui ont été enregistrés provenant de 28 pays, dont 71 pour le Burkina Faso.
Et le pays invité donc est le Sénégal, comme cela avait déjà été dit. Et par rapport donc à la situation de Covid, nous avons invité peu de personnes, environ 150 invités contre 700 personnes que nous avions donc pour le cinquantenaire. Et comme il l'a déjà dit, nous avons un budget de plus de 2 milliards, environ 2 milliards 550 plutôt millions. Et nous avons donc adressé des requêtes, au moins 30 requêtes au niveau donc des pays. Nous voulons dire donc que tout ce que nous avions généralement comme manifestation autour du FESPACO, tout va être maintenu, c'est-à-dire donc les rencontres entre les partenaires, la cérémonie officielle dont il a parlé tout à l'heure, également les rues marchandes, la MICA, c'est-à-dire donc le MICA plutôt, le marché international donc du cinéma et de l'audiovisuel. Nous aurons donc tout cela et également le petit FESPACO qui se tient à Bobo. Tout cela sera mis en œuvre, mais vraiment nous allons travailler comme on l'a commencé déjà avec le ministère de la Santé pour que tout le monde puisse être pris en charge et que les étrangers soient rassurés qu'ils seront effectivement au niveau donc sanitaire pris en charge et qu'il n'y aura pas de problème. Et tous les festivaliers seront donc sensibilisés et tous ceux qui feront partie de l'organisation vont être sensibilisés par le ministère et qui va d'ailleurs détacher des gens pour effectivement encadrer tout ce qui sera fait comme manifestation autour donc du FESPACO. Je vous... Par visioconférence, le 6 avril dernier, le ministre de l'Environnement, de l'économie numérique et du changement climatique participait en lieu et place du président du Faso à la conférence des leaders sur l'urgence du Covid-19 et du climat en Afrique. Cette rencontre, initiée par la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation, a servi de cadre au chef d'État pour un partage d'expériences en matière de lutte contre cette double crise. Sanata Seri. Cette rencontre virtuelle des leaders africains était consacrée à l'urgence du Covid-19 et du climat en Afrique. C'était l'occasion pour les dirigeants des différents pays de partager leur expérience en termes de lutte contre le Covid-19 et le changement climatique et de discuter de l'importance d'accélérer l'adaptation au changement climatique en Afrique. Le président du Faso, dans son message, s'est dit conscient de l'urgence face à ces deux crises qui minent le continent. Un message livré par son représentant à cette entrevue. L'année 2019 a été non seulement marquée par l'apparition de la Covid-19, mais a été aussi la deuxième année la plus chaude de l'histoire, selon un rapport récent de l'Organisation météorologique mondiale. L'humanité qui se trouve face à l'urgence climatique et celle de la pandémie de la Covid-19 doit agir de manière concertée, en renforçant ses capacités de résilience afin d'atteindre des objectifs majeurs de développement durable. Il nous faut agir vite si nous voulons inverser la tendance actuelle. Tout compte fait, le président du Faso s'inscrit, selon le ministre en charge du changement climatique, dans les différentes orientations qui ont été données par les commissions créées par l'Union africaine pour lutter contre cette double crise. Le président du Faso a dit que lui, il s'inscrit dans les différentes orientations qui ont été données par la Commission africaine en créant 3 commissions qui travaillent non seulement sur la Covid-19, mais également sur le changement climatique et qu'il s'inscrit donc dans ces mesures qui ont été préconisées. Finalement, et donc, il a salué donc l'ensemble des organisateurs donc, de ces échanges-là et donc il souhaite qu'il y ait une certaine mobilisation au niveau international pour que nous puissions avoir un appui conséquent aux pays africains face donc à la Covid-19 et au changement climatique. Cette rencontre a été initiée par la Banque africaine de développement BAD et le Centre mondial pour l'adaptation. Rencontre qui a réuni les différents chefs d'État africains ainsi que des responsables d'institutions. Une vidéo publiée le 30 mars dernier sur les réseaux sociaux mettant en scène des agents de santé qui se débattaient pour allumer une lampe cialytique à l'hôpital Yalgado Ouedraogo créait l'indignation au sein des internautes. Vous avez certainement aperçu ces images présentant les conditions de travail des agents de santé. La sous-section Sincha, rencontrée hier par Maxime Jean Bambara, a levé le doute sur l'authenticité de ces images. Elle confirme que les conditions de travail des agents de santé dans les centres hospitaliers sont assez difficiles. Regardez. Tu ne t'entends pas bien. Voilà. Ce malade, couché sur son lit d'intervention, devra attendre que l'agent de santé finisse de se débattre avec cette lampe signalétique qui a visiblement besoin de coups de main pour s'allumer.
Malgré des instructions données sur la vidéo du tapis fort, il est finalement aidé d'un autre collègue qui semble mieux maîtriser le système pour allumer cette lampe. T'as vu, non? Cette vidéo, qui date du 30 mars dernier, a fait le tour de la toile et suscité chez plus d'un de l'indignation. Mais pour le secrétaire général de la sous-section Sincha de l'hôpital Yalgado, cette scène traduit bien le quotidien des agents de santé. Les travailleurs souffrent dans l'accomplissement de leur mission. Ils souffrent parce que partout, il y a une pénurie de matériel. Partout, il y a une insuffisance, partout, il y a des pannes, ça et là, de matériel, et ça nous empêche d'accomplir nos missions. C'est ça la vérité. Et de mon point de vue, à partir de ce constat-là, l'administration n'avait qu'une chose à faire, c'est de prendre l'engagement, de mettre les formations sanitaires à niveau pour que les travailleurs puissent accomplir leur mission. Pour ce dernier, il n'y a pas de doute sur l'authenticité de la vidéo qui du reste a été sciemment filmée pour dénoncer les dysfonctionnements de cette lampe dans ce bloc opératoire. On en a assez souffert. Ils ont dit, c'est pas maintenant, depuis 2020, sinon avant 2020 que ce problème perdure. Ils ont eu plusieurs rencontres avec la direction. Ils se sont déplacés, allaient rencontrer les anesthésistes de l'odonto, se sont déplacés, allaient rencontrer la direction pour ça. Il n'y a pas de solution. Et les gens, pendant que le malade est couché, ils sont en train de le sauver, il n'y a pas de lumière, il faut quoi? Ils se débrouillent, mais il faut bien qu'ils alertent l'opinion même internationale, l'opinion publique même pour ça. Après publication de cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, la direction de l'hôpital Yalgado, estimant que les agents sont en violation de l'article 45 de la loi sur la fonction publique hospitalière, a demandé une lettre d'explication à ces derniers. Mais du côté de la sous-section Sincha, il n'est pas question de parler de violation de loi. Je dis qu'on n'est pas en violation de l'article 45. Pour moi, l'interprétation que j'ai de l'article 45, ce n'est pas une violation. Parce que l'article 45 me dit que les dénonciations là, voilà, on peut lire l'article 45 tout de suite si vous voulez. Les dénonciations ne sont pas prises comme délit. Entre dénoncer cette situation et puis se taire, puisqu'ils ont adopté d'autres attitudes qui n'ont rien donné. En réalité, c'est ça. Donc, est-ce qu'il faut se taire et puis laisser continuer, ou bien il faut faire quoi? Pour moi, si même j'étais dans le bloc là et qu'il fallait recommencer, j'allais le faire. Pour Amadé Konfé, cette scène déplorable vient démontrer à souhait que l'hôpital burkinabé est malade. La sous-section Sincha du Yalgado dit être en attente de la suite à donner à la lettre d'explication. Mais pour elle, toute idée de sanction est à exclure, d'autant plus que grâce à cette vidéo, la lampe a été réparée. L'ONG Amnesty International note de graves violations des droits humains sur le continent en raison des conflits armés et des attaques terroristes dans les pays du G5 Sahel. C'est ce qui ressort principalement de son rapport 2020 Afrique, publié hier 7 avril 2021 à Ouagadougou. Amnesty dénonce également la gestion de la pandémie du coronavirus sur le continent qui aurait été utilisée par les différents États pour restreindre les libertés publiques, violant du même coup les droits humains. Abdoulrahim Nienye. Au Burkina Faso, la crise sécuritaire a occasionné des violations de droits humains, selon le rapport 2020 Afrique de Amnesty International. Des assassinats par des groupes armés et des exécutions extrajudiciaires par les forces de défense et de sécurité ont été relevés dans ce rapport. Depuis le début de l'année, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, maintient le blocus de la ville de Djibo, dans la province du Soum, région du Sahel, restreignant l'accès et la circulation des personnes sur au moins 37 km. Le 9 avril à Djibo, par exemple, 31 personnes ont été arrêtées et exécutées par des membres du groupement des forces antiterroristes lors d'une opération. Bien que les autorités aient annoncé l'ouverture d'une enquête sur ces homicides qui pourraient constituer des crimes de guerre, aucune information n'avait été rendue publique à ce sujet à la fin de l'année. La gestion de la pandémie à coronavirus est également dénoncée par Amnesty International. Au Burkina Faso, comme dans les autres pays d'Afrique, la pandémie a ouvert la porte à des violations des droits humains à travers l'instauration des mesures barrières. La COVID-19 a augmenté le nombre de cas de violences domestiques pendant les périodes de couvre-feu et de confinement décidées par les États pour juguler la propagation de la pandémie. Les informations parvenues à Amnesty International indiquent
que 21 femmes au moins ont été tuées par leurs partenaires intimes en Afrique du Sud et qu'au Nigeria, on déplore 3600 cas de viol enregistrés pendant le confinement. Dans d'autres pays africains, les conflits armés constituent de graves atteintes à la liberté publique. Des civils ont été tués et des personnalités politiques, des défenseurs des droits humains et des militants ont été arrêtés, notamment en Angola, en Guinée et en Ouganda. Les affrontements entre les États et les groupes armés, les attaques contre les populations civiles n'ont pas cessé dans certains cas et ont même pris de l'ampleur. Dans la plupart des conflits en Afrique, les forces de défense et de sécurité, les groupes armés et les milices ont commis des atrocités contre les populations civiles en toute impunité. Les groupes armés ont décapité des civils, incendié des maisons, pillé des villages et enlevé des femmes et des filles, tandis que les forces de sécurité ont arrêté, torturé et soumis à des disparitions forcées ou à des exécutions extrajudiciaires des membres et des sympathisants présumés de ces groupes armés. Le rapport fait aussi des recommandations aux différentes autorités politiques du continent. Il s'agit de lutter contre l'impunité, veiller au respect des droits humains par les forces de défense et de sécurité, résoudre la crise sécuritaire et garantir la liberté d'expression. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a affirmé hier mercredi que son rival, l'ancien président Laurent Gbagbo, et son ex-ministre Charles Blé Goudé étaient libres de rentrer quand ils le souhaitent. Une annonce qui intervient une semaine après l'acquittement définitif des deux hommes jugés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent rentrer en Côte d'Ivoire à leur convenance. Le président Alassane Ouattara a fait cette déclaration lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien. Quant à M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, les avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Il promet également l'assistance permanente du gouvernement aux victimes de la crise post-électorale de 2011. J'ai bien évidemment une pensée émue pour les victimes et leurs familles. Je voudrais les assurer de notre compassion et de notre soutien. Le gouvernement continuera de leur apporter assistance. L'annonce a été bien accueillie par les Ivoiriens qui ne jurent plus que par la réconciliation nationale. Il est dans une logique de paix, de réconciliation. Si dans un premier temps, il a posé le pas de gracier l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, il a dit même aujourd'hui qu'il mettra toutes les conditions et toutes les stratégies en place pour que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé rentrent en sécurité en Côte d'Ivoire et retrouvent les mères patries. C'est une très belle initiative, en ce sens que la réconciliation veut devenir la panacée pour tous les Ivoiriens. Donc il est judicieux et très pertinent pour le président de la République de faire en sorte que l'ex-président M. Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé reviennent en Côte d'Ivoire pour que vraiment les fils de la nation se mettent ensemble. Robert Akabikaku, ancien prisonnier de la désobéissance civile, salue la main tendue du président Ouattara mais espère que ses camarades toujours en prison pourraient bénéficier de la clémence du chef de l'État. Si le président Ouattara a bien parlé, sa position est propre. Moi, je suis d'accord à sa position. Nous, on veut que Laurent Gbagbo rentre. C'est notre souhait. Sinon, je remercie le président Alassane Ouattara. Le nouveau gouvernement ivoirien, conduit par Patrick Hachi, qui a effectué sa rentrée des classes aujourd'hui, s'attellera à exécuter le programme des sociétés du président Ouattara pour son troisième quinquennat.
Toujours à propos de cette actualité, cette décision ne serait-elle pas une perche tendue par Alassane Ouattara Laurent Gbagbo pour la réconciliation? La question a été posée à Ben Abougma, notre analyste politique, hier sur le plateau de 20h. Je vous propose sa réponse dans cet extrait. Oui, les forts signaux d'ailleurs ont été émis depuis longtemps. D'abord, juste avant les élections, Laurent Gbagbo qui a ses passeports, et pendant les élections, quand les domiciles des personnalités de l'opposition étaient encerclés, Gbagbo prend son téléphone qui appelle le défunt Ambak qui fait desserrer les taux autour de ces résidences-là. Mais ensuite, un Laurent Gbagbo qui sort pour s'exprimer par rapport à la crise ivoirienne, la crise électorale pendant le troisième mandat d'Alassane, mais qui n'appelle pas à descendre dans la rue, qui n'appelle pas à une opposition farouche. C'était déjà des signaux donnés de son côté par rapport à sa bonne foi. Alassane Ouattara également donne des signaux en libérant des proches de Laurent Gbagbo, en nommant un ministère plein chargé de la réconciliation nationale, en lâchant du lest au niveau de la CEI et qui permet le retour de l'opposition au niveau de la commission électorale indépendante et qui accepte aussi cette même opposition proche de Gbagbo, qui accepte d'aller aux élections. Depuis la crise post-électorale, ça n'est jamais arrivé, donc qui accepte d'aller aux élections législatives pour cette fois-ci en tandem dans certaines localités avec le PDC RDA de Henri Konan Bédié. Donc ce sont des signaux qui ont été lancés. Donc ce qui reste maintenant, c'est le grand signal où certainement prendra son silo pour gracier Laurent Gbagbo et peut-être pourquoi pas ira l'accueillir à l'aéroport, peut-être faciliter les choses parce que c'est quand même un ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Donc Alassane certainement de mon point de vue est dans cette disposition d'esprit. Les deux sont disposés à rentrer et Blé Goudé l'a expressément demandé à travers sa sortie quand il a été interviewé après leur acquittement. Il a été clair, il demande la clémence, ils demandent pardon, mais ils veulent rentrer. C'est des gens qui sont pressés de rentrer en Côte d'Ivoire pour humer l'air ivoirien, pour rencontrer leurs proches, pour parler à leurs proches, mais aussi parce que la patrie, quand vous êtes en exil, ce n'est pas du tout facile. Vous pouvez en manger des aliments de chez vous, mais ça n'aura pas la même saveur que quand vous êtes en exil. Donc, c'est des gens aussi qui sont liés à un pays et qui ne quittaient pas ce pays que quand il y a soit des missions ou forcées. Gbagbo a connu l'exil. Donc il était parti malgré lui. À un moment donné, il était parti pour les études. Blé Goudé a quitté la Côte d'Ivoire sous la pression pour d'abord aller au Ghana, revenir au niveau de la DST avant d'être envoyé au niveau de la haie. Donc c'est des gens qui ne quittent pas la Côte d'Ivoire de gaieté de cœur. Et revenir, c'est un plaisir pour eux. Je ne pense pas qu'ils perdront une seconde si demain la possibilité leur est donnée de rentrer. Voilà, on referme ici ce journal. Merci à vous depuis la Côte d'Ivoire pour la fidélité au programme de Truth TV. Je vous attendrai demain 13h sur ce plateau pour d'autres actualités et ce sera avec un plus grand plaisir. À demain.